informatique, c'était de créer de la mémoire matérielle qui va être stockée sur des éléments qui vont permettre l'accès et le calcul pour faire avec. Mais de cette première construction qui a été fabriquée dans les années, fin des années 40, début des années 50, on est passé aujourd'hui vers l'archivage numérique à l'échelle qu'on connaît tous, pas seulement de ce qu'on produit comme trace et traçabilité, mais aussi dans les formes de numérisation des archives, du patrimoine, qu'il soit de l'ordre de l'image, de l'écrit ou du son. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est une sorte d'inversion de notre rapport avec la construction de la mémoire collective. Pendant très longtemps, le patrimoine, l'héritage culturel ou l'archive a été, dans la plus grande partie, j'exagère évidemment pour donner l'exemple, ce qui avait survécu, non pas ce qui a été nécessairement sélectionné pour survivre. Il y a toujours eu des choix, mais c'était surtout ce qui a survécu. Mais aujourd'hui, en numérique, ce qui n'est pas sélectionné pour être numérisé ou pour le faire évoluer dans le contexte de l'environnement numérique ne peut pas survivre, il disparaîtra. Et du coup, on construit la mémoire collective dans une manière qui est en gros, en général, je dirais, l'inverse de la façon dont on avait construit dans le passé. Dans le passé, ce sont les choses, le passage, le temps, les choix, le hasard qui produisaient ce qui devenait plus tard le patrimoine et l'archive collective, alors qu'aujourd'hui, il faut sélectionner, il faut choisir ce qui doit survivre, ce qui sera numérisé, parce que les coûts sont importants, le stockage n'est pas évident, et surtout, il faut continuer à faire vivre ces éléments. Il me semble que là, il y a une inversion essentielle qui marque notre rapport avec nos identités collectives et sociales. Au-delà de là, je dirais aussi, il y a un second élément qui échappe à la pensée à la fois numérique et informatique, et c'est celui d'une certaine confusion, si j'ose dire, entre effacer et oublier. Quant à moi, ce qui caractérise l'humain en grande partie, à part le fait qu'il sait parler et qu'il peut parler, c'est sa capacité d'oubli. Alors que la machine informatique, qu'elle soit une machine comme un robot incarné ou ce réseau, ne sait pas oublier. Elle sait effacer, elle peut effacer, mais elle n'a aucune capacité d'oublier comme on oublie. On le sait très bien, que ce soit dans la littérature, mais on n'a pas besoin des grands textes littéraires pour nous raconter le fait qu'on peut oublier quelque chose pendant 10 ans et ça peut revenir dans un instant. On peut reconstruire quelque chose comme un souvenir, comme une mémoire dans un instant. La machine est incapable de faire cela, parce que si quelque chose est effacé, ce quelque chose n'existe plus. Il n'a plus aucune présence, aucune identification, aucune manière d'être revécu, recirculé. Il me semble, dans ce passage, on est en train de changer de registre de mémoire. D'un côté, on a la mémoire du réseau, et tout ce que cela peut impliquer, et de l'autre côté, on a la mémoire humaine avec sa capacité et sa dynamique avec l'oubli. Il me semble, là, on a un clivage quand même assez puissant, assez important. Pour illustrer un de ces aspects, si vous voulez, je vais évoquer assez rapidement un très beau texte de Gibson, l'auteur canadien, qui a été fait en film, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours le voir, Johnny Mnemonic. Et Johnny Mnemonic raconte l'histoire d'un individu dans un avenir pas très loin de nous, dont le travail, il gagne sa vie en transportant des données dans son cerveau. Il a une capacité, on introduit comme un disque dur ou l'équivalent dans son cerveau, il n'a aucun accès au contenu et il va livrer ces données, ces mémoires d'une contrée à une autre. Alors effectivement, il avait besoin d'argent, il accepte de prendre un disque dur un peu trop lourd pour sa capacité de stockage, il y a des petites fuites. Et ce sont ces fuites qui commencent à lui poser des problèmes et à lui donner des idées pour essayer de déchiffrer ce qu'il était en train de transporter. L'histoire continue, il va trouver des hackers, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, et c'est quoi, dans cette vision dystopique de Gibson, il y a quelque chose de très très puissant. On peut dire que l'humain, dans cette vision, devient un livreur de mémoire, un transporteur de mémoire. Mémoire qui ne lui appartient pas, qui lui échappe,
qui est chiffrée et codée, et il ne fait que la transporter et la faire circuler. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait intéressant parce qu'on voit certaines de ces modalités où il y a des données, il y a de l'information qui se promènent, et nous, on peut les porter sans vraiment, ni pas seulement les contrôler, mais y avoir accès d'une manière efficace, puissante et importante. À mon sens, c'est quelque chose qu'il faut interroger dans cette dimension de la construction à la fois économique de la mémoire collective et des archives, et pour essayer de faire revenir cet élément qui est celui de, non pas pour donner un privilège exceptionnel à l'humain, mais quand même lui donner l'accès. Ce qui va me permettre de venir vers la conclusion de mon intervention, et c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas dans mon cas peut-être excentrique, qui m'a toujours amené à penser ces dimensions avec les humanités ou les sciences humaines, mais je ne suis pas le seul, loin de là, Dieu le sait, c'est aussi essayer de penser ce qu'on appelle aujourd'hui les pensées de la singularité ou les transhumanismes. Si vous n'êtes pas familier, c'est relativement simple, il y a une grande diversité. Le transhumanisme, il faut le penser en transition et transformation, part d'une observation scientifique, entre guillemets, qui dit avec les technologies informatiques, on est en train de vivre une convergence entre l'intelligence de l'humain et l'intelligence de la machine. Et à un certain moment, ces deux vont converger, puis après, l'intelligence de la machine va dépasser celle de l'humain. Et du coup, il faut les mettre ensemble. Alors effectivement, on peut imaginer tous les scénarios. Pour donner le scénario le plus extrême, c'est quelqu'un comme Ray Kurzweil qui veut absolument téléporter son cerveau pour essayer de vivre jusqu'à l'éternité ou presque, et toujours maintenir une certaine vie au-delà de la disparition du corps physique et de l'organisme physiologique. Il y a d'autres qui sont moins radicaux, plus radicaux, peu importe. Mais ce qui est intéressant, en tout cas pour moi, dans toutes ces écoles, c'est quand même deux éléments qui vont me faire revenir là où j'avais commencé, avec cette crise qui est celle de la rationalité dans toutes ses formes depuis le XVIIIe siècle. Si les formes de l'intelligence artificielle, de l'intelligence de la machine, comme on dit le plus souvent, ont toujours insisté dans les premiers débuts de l'ère informatique sur la notion de la conscience pour essayer de la retrouver, la recréer, ils ont bien compris, après des efforts et des efforts qui n'ont jamais réussi, ils ont déplacé le vocabulaire. Moi, ce qui m'intéresse, en effet, c'est les enjeux éthiques et politiques et en même temps scientifiques de ce déplacement de vocabulaire. Au lieu de parler de la conscience, on parle aujourd'hui de l'autonomie. Et par autonomie, on veut dire le libre arbitre. Et quand on invoque ces deux mots ou ces deux termes, on les adresse non pas seulement aux humains, mais également au code informatique ou à la machine. C'est-à-dire, on va avoir des droits d'autonomie, n'est-ce pas, qui vont à la fois être appliqués pas seulement à l'humain dont il avait l'exclusivité, mais également au code informatique ou à la machine. Et cette dimension d'autonomie, elle est très très puissante parce qu'elle est associée à quelque chose qu'on voit depuis quelques années, qui est la notion, ou l'application, en tout cas l'exploitation, de l'automatisation. On va essayer de mettre ensemble autonomie, automatisation. Le cas le plus évident, ce sont les drones. On va avoir des drones relativement autonomes avec des possibilités de décider avec leur propre logiciel de faire ce dont ils sont censés faire, que ce soit pour tuer quelqu'un ou pour intervenir dans tel ou tel contexte ou telle situation. Mais la difficulté qu'on rencontre et qu'on va rencontrer au fur et à mesure, c'est précisément cet élément qui va joindre deux choses, automatisation qui va devenir de plus en plus inaccessible pour l'humain seul, et autonomie qui va donner un statut juridique et civique à quelque chose qu'il n'avait pas avant, que ce soit le code ou la machine. Et dans ce contexte, j'attire votre attention, mais à mon avis vous le savez probablement, que dans notre imaginaire, on a à la fois une version de la machine qui est celle de Hollywood, et la machine de Hollywood, vous avez vu tous les films de Terminator jusqu'à Avatar. Il semble, selon les scénarios hollywoodiens, c'est assez curieux quand même, que la machine, quand elle est intelligente, entre guillemets, est portée nécessairement et inévitablement par le désir et la volonté de devenir humaine. Et chaque fois qu'elle essaie de devenir humaine, elle trouve que l'humanité n'a pas tout ce qu'il faut pour survivre. Ou bien elle essaie de réformer l'humain, ou bien de l'éliminer.
C'est un scénario de rivalité qui est un petit peu comme le scénario du golem qu'on connaît depuis l'Ancien Testament avec toutes ses variations tardives, mais qui ensemble est très très limité et assez pauvre. Pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est ce scénario avec sa réception populaire, dans l'imaginaire populaire, qui a surtout permis de dissocier dans la modalité de l'intelligence et de l'autonomie l'intelligence qui est incarnée, le robot, et l'intelligence qui n'est pas incarnée, mais qui est un petit peu partout dans le réseau. On a beaucoup plus de difficultés à donner l'autonomie, à la reconnaître à quelque chose qui a comme un corps, que ce soit le robot ou la machine devant nous. Par contre, on a moins de difficultés, parce qu'on ne le voit pas peut-être, j'en sais rien, avec quelque chose qui est un peu absent, presque invisible, mais qu'on sait très bien qu'il circule. Et si vous utilisez le réseau aujourd'hui, on est presque tous connectés, il y a toujours les machines derrière, il y a toujours le code qui se déroule, il y a tous ces éléments qui sont en train de jouer. Il me semble que c'est un préjugé du corps dans cette dimension-là qui pose une vraie difficulté et qui nous incite également à essayer de revenir et de penser dans ces éléments.